Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse à la méthodologie de l'échauffement généralisé. L'objectif est de bien comprendre ces mécanismes fondamentaux. Notre analyse va se dérouler en 6 étapes. On va d'abord définir ce qu'est un échauffement méthodologique, puis on va explorer ces 4 grands principes pour enfin terminer avec une synthèse. Il est important de comprendre que l'échauffement, ce n'est pas juste une simple mise en mouvement. C'est bien plus que ça. Pour être réellement efficace, il doit reposer sur une organisation précise et des principes méthodologiques clairs. C'est ce qui conditionne tout. Alors, commençons par le tout premier pilier d'un échauffement efficace, le principe de progressivité. Qu'est-ce que ça veut dire, la progressivité? Eh bien, ça signifie que l'intensité de l'effort doit augmenter de manière continue. On part d'un niveau faible et on évolue petit à petit vers un niveau modéré. Cette montée en charge concerne à la fois la fréquence cardiaque, la ventilation et bien sûr l'engagement musculaire. La conséquence directe de cette approche, c'est que les systèmes physiologiques s'activent en douceur, sans subir de contraintes excessives. Il faut donc retenir qu'une rupture brutale dans cette progression est en fait totalement contre-productive. Passons maintenant au deuxième pilier de l'efficacité, le principe de globalité. Voyons ce que cela implique. Le principe de globalité, comme son nom l'indique, signifie que l'échauffement généralisé doit solliciter l'organisme dans son ensemble. L'idée est de mobiliser en priorité les grands groupes musculaires pour assurer une activation vraiment complète du corps. Pour y arriver, les activités utilisées restent générales, pas encore spécifiques à un effort précis. On peut penser par exemple à une course légère, à des mobilisations dynamiques ou encore à des exercices simples qui engagent de larges chaînes musculaires. Le résultat de cette approche, c'est une activation qui est systémique et non pas ciblée sur un muscle ou une articulation. Le corps est ainsi préparé dans son intégralité avant d'aborder une quelconque spécialisation de l'effort. Poursuivons notre analyse avec le troisième pilier fondamental, la mise en route physiologique. Ici, l'objectif est très concret. Il s'agit d'induire des adaptations à l'intérieur du corps, des changements qui sont même mesurables. On parle notamment de l'augmentation de la température corporelle, mais aussi de l'élévation progressive de la fréquence cardiaque et de la ventilation. La conséquence de ces modifications est majeure. En fait, les conditions physiologiques internes deviennent ainsi favorables à la production d'un effort. Cela a pour effet d'optimiser les réactions métaboliques et mécaniques de l'organisme. Abordons maintenant le quatrième et dernier pilier, qui est un facteur d'équilibre essentiel. Il s'agit du contrôle de la durée. La durée de l'échauffement est un point clé. Elle doit être suffisante pour être efficace, mais sans jamais devenir excessive. En pratique, l'idéal se situe généralement dans une fourchette de 10 à 20 minutes. Les extrêmes sont à proscrire. Un échauffement qui est trop court ne permettra pas d'atteindre une activation physiologique complète. Et à l'inverse, un échauffement trop long risque d'induire une fatigue inutile avant même le début de l'effort principal. Par conséquent, une durée bien maîtrisée permet d'atteindre un équilibre optimal. L'objectif final est très clair, il s'agit d'activer l'organisme sans jamais altérer la performance à venir. Il est temps maintenant de faire la synthèse de ces éléments. Comme on l'a vu, l'échauffement généralisé repose sur 4 principes qui sont à la fois complémentaires et surtout interdépendants. Rappelons donc une dernière fois ces 4 piliers essentiels. Il y a la progressivité, la globalité, l'activation physiologique et enfin la durée contrôlée. Et s'il y a un point fondamental à retenir, c'est celui-ci. L'efficacité de l'échauffement dépend de la combinaison de ces 4 principes. Aucun d'entre eux, pris de manière isolée, ne peut suffire pour garantir une préparation adéquate. En conclusion, il faut retenir une chose, la préparation optimale n'est jamais le fruit du hasard. Par définition, elle est structurée,